C'est l'histoire d'un bouffon qui a fait peur au roi. En 1980, l'humoriste préféré des Français se présente à l'élection présidentielle contre le président sortant Valéry Giscard d'Estaing. J'espère que vous allez voter pour moi. Ça tombe très bien, je me présente pour vous. Il veut prendre la parole parce qu'il est connu, reconnu pour ceux qui n'ont pas de voix, pour les sans-voix. Il veut faire ça, mais en déconnant. Coluche devient un élément subversif. La police ouvre un dossier à son nom, numéro 817-706. Les renseignements généraux vont tout faire pour décourager le clown. Ils agissent sur l'ordre du pouvoir politique. L'irruption d'un clown, c'était contraire à ce que Valéry Giscard d'Estaing pensait être la dignité nécessaire à une campagne présidentielle. N'oubliez pas de vous inscrire pour voter pour moi. On va leur foutre au cul. Bonjour, bonjour, les petits enfants, c'est à Guignol maintenant. En 1980, Coluche a 36 ans. C'est une star absolue, lui. Il vend des millions de disques. Il passe à la télé en continu, c'est Coluche. Et l'amuseur public va peu à peu s'intéresser à la politique. C'est un clown, mais il décrypte comme personne l'actualité politique. C'est-à-dire qu'il allume tous azimuts, tous les politiques. Monsieur Jacques Chirac. Il a dit, monsieur Jacques Chirac, qui n'avait pas dit de conneries depuis mardi, il a dit, c'est à moi, oui, allez-y, bon, allez-y. Il a dit, il faut mettre d'urgence un frein à l'immobilisme. Je le dis parce que s'il y en a qui ont des freins, ils ne servent à rien, vous les donnez à Chirac, ils se démerdent. Un beau matin de juillet, le réveil. Coluche est partout, au théâtre, à la télévision, mais aussi à la radio. Ils sont merdeux, ces casques. Chaque jour, sur Europe 1, il a un micro ouvert. Vas-y, le RPR, envoie-moi le RPR. Il a encore gueulé, le RPR? Ils sont pas contents, hein. S'il y en a un qui a écrit « Il semble bien que Raymond Barre ait envie de se payer la tête du RPR à n'importe quel prix », écrivait hier Pierre Charpie dans la lettre de la Nation, qui est donc l'organe principal pardon, excusez-moi. Et puis j'ai une petite nouvelle qui est très intéressante. Il va y avoir un gala avec Chuck Berry en première partie et Raymond Barre en seconde. Ah bon? Ça, c'est quand même pas triste. C'est quand même pas tous les jours. Coluche teste les limites de sa liberté. Il finit par être renvoyé. Radio Monte-Carlo veut alors dynamiser son antenne. Coluche est embauché. Je lui avais imposé de ne pas parler de la principauté, et de ne pas parler autant que possible du président de la République. Il m'avait dit « banco ». Tous les jours, à midi, je savais qu'il ne fallait pas me déranger parce que j'écoutais l'antenne en me disant quelle catastrophe va me tomber sur le dos et préparer mes arguments si j'allais être critiqué. Vous êtes en plein sur l'antenne. Alors écoutez, Poluche. Oui. C'est pas arrêter votre cinéma, hein. Bon. Moi, le jeu, je me le mets au cul. Ah, très bien. Ben, on vous le taille en pointe. Malgré le succès d'audience, le prince régnier de Monaco, principal actionnaire de la radio, goûte très peu l'humour de Coluche. Il le trouve vulgaire et le fait savoir.
On commençait à considérer que s'il était fou d'avoir mis ce type à l'antenne, une antenne tout de même bien pensante, où il y avait des gens comme Jean-Pierre Foucault, des gens qui ne troublaient pas les consciences des braves gens. Au même moment, une affaire révélée par le Canard enchaîné défraye la chronique. Ça n'était pas du tout, comme on l'a dit, des diamants, c'est-à-dire de grosses pierres ayant une grande valeur. Il s'agit des diamants que Jean Bedel Bokassa, l'empereur autoproclamé de Centrafrique, a offert à Valéry Giscard d'Estaing. Regardez, Sur RMC, la revue de presse de Coluche, préparée par son copain Romain Goupil, devient féroce. Toutes les blagues vont être sur Giscard et les diamants, absolument tout. Diamant, Giscard, barre, diamant, Giscard. Putain, n'arrêtez pas! Et pas genre comique de répétition, comique de répétition. Ce qui nous intéressait, c'était Giscard et le pouvoir. Ça nous intéressait de les dégommer en direct tout le temps. Or, celui qui a embauché Coluche est aussi un ancien conseiller de Giscard. Et l'entourage du président ne veut plus de Coluche à l'antenne. Et l'Élysée me disait, Michel, vraiment, tu as pris trop de risques avec ce type, ça passe pas. Très bien. Je dis à Coluche, venez me voir parce que vraiment, ça va pas. Il est venu et il m'a dit, bon, on vous demande que je parte. J'ai dit, ben oui, c'est la vérité. On m'a demandé en effet d'obtenir votre départ. On dit, mais comment ça, on était engagé pour 3 mois. Les contrats sont signés sur 3 mois. On vous dit que c'est arrêté. C'est quoi la raison ? Pas besoin de raison et tout, c'est arrêté. Vous n'avez pas entendu de certaines émotions, etc., que nous allons rendre l'antenne. Dans la minute qui a suivi, écoute, si t'ont censuré sur Europe 1, si t'ont censuré encore cette fois-ci à cause des diamants et de Giscard, tu ne peux plus parler. Ils vont t'empêcher de parler partout. Le seul moyen maintenant pour prendre la parole et dire ce qu'on veut dire, c'est se présenter comme candidat à la candidature présidentielle. L'aventure RMC n'a duré que 10 jours, en tout et pour tout. Pour Coluche, la décision est prise. Il va descendre dans l'arène politique. J'avais pensé à me présenter la fois d'avant déjà, il y a 7 ans. Mais comme j'étais pas assez connu, je pouvais pas. Alors je me suis dit que j'avais qu'une solution, c'était d'attendre. Et maintenant tu considères que tu peux aller jusqu'au bout? Bah maintenant je vais essayer de foutre, tu sais comment c'est, hein. On fait ce qu'on peut et puis on va foutre le bordel qu'on va foutre, quoi. Enfin, toujours ça de prix, hein. J'appelle les feignants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux, les artistes, les taulards, les gouines, les apprentis... Octobre 1980. L'humoriste publie un appel dans Charlie Hebdo, journal satirique dont il est très proche. Tous ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques, à voter pour moi, à s'inscrire dans leur mairie et à colporter la nouvelle. Tous ensemble pour leur foutre au cul avec Coluche, le seul candidat qui n'a pas de raison de mentir. C'est parti, mais comme un gag, avec tout de suite des tas d'idées marrantes, chacun y allant de son point de vue. Donc, comme ça, de but en blanc, ils tranchent, toi tu feras ci, toi tu feras ça, et voilà des titres qui sont attribués pour trier les courriers, pour organiser la revue de presse, pour lui trouver des idées, pour lui faire un petit cours sur la Constitution, etc., etc. Chacun se voit attribuer, mais à la volée, comme ça, et c'est une bande de bras cassés, en fait. On est sur un programme définitif, plus de travail. Il n'y a plus de travail. Plus d'argent, plus de mariage, légalisation des drogues, mais pas du cannabis, de toutes les drogues dures, plus d'école. Donc, notre programme, disons, contient une espèce de contradiction folle sur un truc hyper libertaire. C'est simplement se foutre de la gueule du conformisme et de l'État et de la petite bourgeoisie, de la bourgeoisie. C'est harakiri. Harakiri et Charlie Hebdo, les deux journaux où explose la contestation la plus choquante pour l'époque. Ils sont marginaux, mais leur notoriété est énorme. Pour la bande de Wolinski, Cabu, Rézère et du professeur Choron, Coluche président, c'est la provocation ultime. J'espère qu'il va tenir ses engagements. De faire des timbres, avec sur les timbres, dessiner
des bites et des culs et qu'on soit obligé de lécher comme ça. J'attends ça. J'ai accepté que Coluche passe son appel historique dans Charlie Hebdo. C'est en tant que directeur responsable d'une affaire promise à un grand avenir, peut-être. Imaginez-vous que Coluche soit élu. Nous, demain, nous devenons l'organe officiel de la République française. Et Coluche lance sa campagne. Vos parents sont des cons, n'acceptez pas l'hérédité. Ou encore, rentrez bourré. En fait, c'est un gros canular qu'on est tous conscients de contribuer à monter. Et ça part comme ça, et ça part très très vite. Ah, bite, poil, bite. Ça va, il faut que je me fasse un peu la voix le matin. Le 30 octobre 1980, Coluche convoque la grande presse. C'est officiel, il sera candidat à l'élection présidentielle. Pour cette annonce, il a choisi le théâtre du Gymnase où il triomphe chaque soir depuis 18 mois. Alors la raison pour laquelle je me présente aux élections, c'est donc à cause de cet électorat, à cause de ce tas de gens qui ne sont pas représentés par la politique, qui en sont des consommateurs et qui subissent la politique. J'ai voté pour rien pendant longtemps. Les autres, en tout cas, ont fait comme moi, ils ont voté pour rien. Aujourd'hui, on va voter pour quelqu'un qui, politiquement, n'est rien. Ils nous prennent pour des imbéciles, votons pour un imbécile. La plupart des journalistes regardaient ça avec un œil goguenard, et moi compris. Et donc, on a regardé ça avec une certaine commisération, puis comme il fallait être quand même un peu sérieux, eh bien, on a dit, s'il se présente, eh bien, on comptera dans les temps, etc., et bien entendu. Mais personne ne pensait qu'il irait bien loin. Vous, est-ce que vous accepterez le débat avec Giscard? Si j'étais à sa place, je me méfierais salement quand même. J'irais consulter Madame Soleil et même j'habiterais chez elle. Au début de l'épisode, tout simplement, c'est très normalement leur amusement. Coluche dit qu'il est candidat à la présidence de la République. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à tourner en dérision la politique, puisqu'elle est dérisoire. Donc, à la question, est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est pas sérieux et c'est ça qui est sérieux. Personne n'imagine une seconde que ça puisse se traduire par quelque chose de significatif en termes de sondage, en termes d'intention de vote. Pourtant, Coluche dérange. Et il dérange surtout un homme, le ministre de l'Intérieur Christian Bonnet. Christian Bonnet, il est ministre de l'Intérieur, mais il est surtout fan de Giscard. Donc il veut sauver son idole. Il a mis en mouvement les harcèlements généraux parce que Coluche avait du succès. Coluche n'a pas eu de succès. Il aurait mis deux inspecteurs. C'est que là, il a mis toute la direction qui faisait vraiment... C'est son dossier numéro 1. À l'époque, Bernard Rideau est un personnage qui compte à l'Élysée. Il s'occupe des sondages pour le président. 5 mois avant la présidentielle, les renseignements généraux mettent donc Coluche sous surveillance et montent un dossier. La police politique établit sur fiche le moindre incident. Sa jeunesse est revisitée. Le portrait dépeint est celui d'un personnage indiscipliné, avec un caractère contestataire. À propos de ses obligations militaires, les RG rapportent des actes d'indiscipline, absence illégale, insultes graves envers ses supérieurs. Toutes ces attitudes lui ont valu 53 jours de prison. Christian Bonnet est persuadé que derrière l'opération Coluche, il y a une opération de déstabilisation organisée et plus ou moins rattachée avec le Parti socialiste. Et les communistes peut-être, les gauchistes certainement, mais la gauche. Ainsi, la désignation de Georges Marchais comme candidat communiste à l'élection présidentielle... La police politique imagine un complot communiste. Elle se trompe. Coluche ne roule pour personne. D'ailleurs, Georges Marchais, le numéro 1 du Parti communiste, le regarde d'un œil noir. On a même un pour le citer, c'est Georges Marchais. Il a dit que comme candidat, j'étais un rigolo. Alors j'ai dû faire remarquer que c'est pas moi qui avais commenté.
Le dirigeant communiste va être l'un des premiers à comprendre que la candidature de Coluche n'est pas anodine. Pour tester la popularité de leurs champions dans le monde ouvrier, Pierre Juquin et Charles Fitterman, les éminences grises de Georges Marchais, commandent un sondage. Je me revois encore avec Charles Fitterman, en tête-à-tête avec Georges Marchais. Et les résultats nous sidèrent. Coup de tonnerre, Coluche est devant Georges Marchais. Alors ça, c'est une surprise et c'est inquiétant. Ça lui paraît invraisemblable. Et Georges Marchais médite ce sujet un moment avec nous et décide de ne pas faire part du résultat intégral du sondage au bureau politique. L'existence même de ce sondage est donc dissimulée à l'ensemble des militants communistes. Georges Marchais refuse de prendre la mesure de ce qui est en train d'arriver au parti. Cette intention de voter Coluche signifiait un désamour, un désaveu du Parti communiste, ou au moins un doute sur la capacité du Parti communiste français, à cette époque-là, de répondre aux vraies questions que se posait le monde du travail, les pauvres, etc. Nous ne sommes plus jugés crédibles. Alors, on rejette tout. Coluche va pour Coluche. Coluche, le clown, devient un candidat sur mesure pour les Français fâchés avec la politique. Car en 1981, ils sont de plus en plus nombreux à rester sur le bord de la route. À 6 mois de l'élection présidentielle, la France va mal. C'est le début du chômage de masse. En Lorraine, les usines ferment. En mars 1979, à Paris, des sidérurgistes et des jeunes chômeurs d'extrême gauche avaient pris pendant quelques heures le contrôle du centre de la capitale. Des images d'insurrection urbaine jamais vues depuis 1968. Les politiques, eux, ne semblent préoccupés que par leur propre destin. Valéry Giscard d'Estaing ne se voit pas perdre l'élection. Loin du peuple, il s'est enfermé sous les ordres de la République. Jacques Chirac ne pense qu'à remplacer Giscard et pour le peuple de gauche, François Mitterrand n'incarne pas encore l'espoir d'alternance. Alors le message de Coluche fait mouche. On est dans la merde en France. On est dans la merde. C'est-à-dire que moi, personnellement, ça va, j'ai gagné du pognon et je le dis tout le temps et j'en ai rien à foutre, je vais me tirer. Mais pour ceux qui sont obligés de rester, c'est vraiment le bordel. C'est vraiment pas bien. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut, tout seul. Giscard, vous me direz, il y a du vent en ce moment là-haut. Bon. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui veulent sa place. Et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde de manière à ce que... C'est donc vraiment une histoire de merde, ma candidature. Je voudrais qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent et qu'au lieu d'être tournés vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont ceux-là. Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. Suivi par la caméra de Romain Goupil, Coluche met en scène ses déplacements de campagne. En gardant son style très décalé, il fait passer un message. Il ira jusqu'au bout. Il va falloir compter avec lui. Merde, je suis coincé. Ma queue de pied est restée coincée dans la voiture. Eh bien, nous voici arrivés dans une municipalité qui s'apprête à me fournir une signature. C'est la première signature. Soutenir ma candidature. Il s'agit d'une des premières signatures, en effet, que nous allons recueillir ici, grâce à nos amis qui nous attendent. Monsieur le maire, je suis absolument ravi. Moi de même. Les hommes politiques qui s'intéressent à ma candidature de plus en plus me le prouvent que je peux avoir 500 signatures. Parce qu'eux, ils savent très bien, d'une part, au gouvernement, qui n'ont jamais rien fait pour les petits maires, que les petits maires ont leurs problèmes à résoudre entre eux et que de l'argent de l'extérieur, pour en avoir, pour faire améliorer le sort des gens, il faut cavaler après, puis on ne l'a jamais, on n'a que des promesses à la place. Et ils le savent, qu'un clown. Ce qui est formidable dans l'histoire, c'est qu'ils ont mis la barre des 500 signatures pour éviter les rigolos, et c'est le pire des rigolos qu'ils vont avoir.
La royauté avait son bouffon, et le bouffon permettait de dire des vérités, et moi, si Coluche il veut dire des vérités à l'écran, il n'y a aucune raison qu'on l'empêche de dire ça. Et je donne ma signature pour que Coluche se présente. 16 décembre 1980. 2 mois seulement après la déclaration de candidature de Coluche, le journal du dimanche fait sa une. 16% des Français ont envie de voter pour lui. Beaucoup de gens tombent de leur chaise quand même, parce que vous imaginez Charlot se présentant aux États-Unis contre Roosevelt et faire 16%, si je puis dire, vous voyez. C'est une première inimaginable. Dès lors, tout change. Le Nouvel Observateur titre « La France de Coluche ». Un peu partout, des comités de soutien se mettent en place. Pour Coluche. L'élection présidentielle en France est la rencontre entre un homme et un pays à un certain moment. Eh bien, oui. Coluche, ça ne pourra pas être pire que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ça sera la 6e République, elle ne sera pas pire que la 5e, qui n'était pas pire que la 4e. On va monter aussi un comité, j'espère, en Auvergne, c'est-à-dire les Auvergnats coluchiens. Cette candidature bidon, cette candidature pour rire, cristallise autour d'elle toutes sortes de sympathies. Les amis, les soutiens prennent désormais la parole publiquement. Un vent de révolte souffle sur le pays. C'est-à-dire que lui, si vous voulez, voilà, je ne vote jamais, mais s'il a ses 500 voix, je lui promets de me lever le dimanche et d'aller voter pour lui. Ça, c'est certain. Le risque de voir Coluche fausser complètement par sa seule présence l'élection présidentielle devient une hypothèse réaliste, une hypothèse à envisager et qui affole le monde politique. En France, depuis toujours, les élections se jouent à 4 points. Encore, je suis large, 2 points. Toujours. C'est 47, 48, entre la droite et la gauche. Il suffit qu'il appelle pour un côté ou pour l'autre, et sur les 16 points, il y en a bien 2 qui vont le suivre quand même. Et là, ça devient éminemment politique. Tout devient politique. Oh là là, mais attends, j'ai pas mes gants de caoutchouc. Qui sont donc ces électeurs prêts à voter pour un clown ? Le camp socialiste sait que la France de Coluche risque d'empiéter sur celle de François Mitterrand. Pour le peuple de gauche, le futur président est encore perçu comme un apparatchik de la 4e République. Il y a énormément de gens qui trouvent qu'ils n'ont aucune envie de voter Mitterrand, même en se pinçant le nez. Mitterrand, c'est quand même quelqu'un qui est resté très en retrait en 68, qui a eu maille à partir avec des gens de la génération de la guerre d'Algérie. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup de gens, on prononce Mitterrand et c'est un chiffon rouge. Donc ils trouvent que Coluche, oui, ça, voilà. Et puis au premier tour, on s'en fout, on verra bien au second tour. Donc au premier tour, il faut qu'on mette un pavé dans la mare. Le publicitaire Jacques Séguéla s'occupe alors de l'image de François Mitterrand. Comme tout le camp socialiste, il s'interroge. Au début, tout le monde rit, et puis tout d'un coup, les socialistes rient jaune au lieu de rire rose. Ils avaient ri rose en se disant finalement ça nous apporte du mouvement, tout ça c'est un peu la gauche qui se remue, c'est créatif, donc c'est de gauche. Et puis quand tout d'un coup ça commence à faire 10-12%, ils disent attention, est-ce qu'on va simplement être au second tour, hein, parce que le phénomène qui se passera après avec Le Pen aurait très bien pu se passer avec Coluche. Ces légendaires 16% attribués à Coluche, ils n'enlèvent pas 3 voix à Giscard. C'est pas l'électorat UDF, c'est pas Neuilly, c'est pas Passy, ce ne sont pas les gens raisonnables, ce ne sont pas les chefs d'entreprise qui vont voter pour Coluche. Il a le look de gauche, il a une salopette. Il n'a pas un complet veston de banquier ou de président d'électeur général. Et puis il a le langage de la gauche, puis il a les mots de la gauche, puis il parle en slogan comme la gauche. Et puis ses valeurs sont profondément des valeurs de partage, de solidarité. Non, c'est Mitterrand, c'est le candidat de la gauche, non communiste, qui est directement menacé. J'appelle les feignants, les crasseux, les drogués. Un phénomène inattendu vient donner un deuxième coup de massue au candidat socialiste. Les plus grands intellectuels du pays rallient Coluche. Le psychanalyste Félix Guattari, le très influent philosophe Gilles Deleuze
Et même le sociologue Pierre Bourdieu, professeur au Collège de France, l'un des intellectuels français les plus prestigieux, étudié jusque dans les universités américaines. Tous ensemble pour leur foutre au cul avec Coluche, le seul candidat qui n'a pas de raison de mentir. Quand vous vous déclarez pour Coluche, c'est une déclaration pour quelque chose qui n'est pas. Et contrairement, j'allais dire, aux candidats aujourd'hui qui s'imaginent qu'avec 5 ou 10%, ils vont devenir président de la République et qui font comme si, là, c'est clairement avoir quelqu'un qui, au moins, ne fait pas comme si et déclare « je vous préviens, mon truc, c'est... » Voilà. Alors ça, il y a plein de gens... Ça plaît aux intellectuels? Oui, ça plaît, parce que les intellectuels, les grands intellectuels, sont dans une haine et une négation de la sphère institutionnelle qui est une caractéristique française. Donc les Bourdieu, les Fay, les Deleuze pensent qu'enfin, un mec issu de la société civile va prendre la parole pour le peuple. Je pense à Bourdieu, par exemple, qui, lui, estime que le texte « J'appelle les fainéants », enfin cette profession de foi, qui est parue dans Charlie Hebdo, lui estime que c'est un texte qui a la valeur de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Pierre Bourdieu, il me l'a dit. Il me l'a dit. Désormais chez Coluche, dans le 14e arrondissement de Paris, chaque soir, un étrange comité révolutionnaire se réunit. Il y avait des tablés vastes tous les soirs et c'était les troisièmes parties de soirée après la représentation du gymnase. Et quand il a commencé à recevoir les intellectuels, alors vous aviez Johnny Hallyday, Gilles Deleuze, Carlos, enfin, tous ceux qui fréquentaient la maison et qui se retrouvaient tout d'un coup sandwichés par des penseurs et des personnages de la Sorbonne, de l'école des hautes études, comme ça, qui avaient une réflexion autre. De nombreux socialistes craignent le danger d'une candidature Coluche. D'autres, au contraire, perçoivent un atout supplémentaire pour discréditer Giscard, le président sortant. J'étais furax contre certains dirigeants du Parti socialiste qui tapaient sur Coluche. Moi, je trouvais ça idiot et je suis allé le dire à Mitterrand. Je suis allé voir dans son petit bureau de la rue de Bièvre. Et puis on a parlé pas mal de temps. J'osais pas aborder la question Coluche. Et puis alors, à ma grande surprise, à la fin de la conversation, il me dit « François, qu'est-ce que vous pensez de Coluche ?» Je lui dis « Mais monsieur le Président, je trouve que c'est un type formidable, intelligent. Finalement, je ne comprends pas pourquoi certains au Parti socialiste l'accablent, tapent dessus. » Il m'a dit « Vous avez raison. Je vais faire en sorte qu'on cesse de l'attaquer. » En fait, c'est le camp de la droite, celui du président Giscard d'Estaing, qui va tout faire pour pousser Coluche à retirer sa candidature. Car le clown devient de plus en plus incontrôlable. Il quitte peu à peu le registre de la farce et s'en prend à tous les pouvoirs. Sa cible de prédilection, la police. Marseille, un CRS tue un adolescent. D'origine marocaine. Ah, c'est bon. Violence policière, 14 morts en 80 ans. Monsieur Christian Bonnet, la police n'est pas noyautée par l'extrême droite. Ah ben c'est pas la peine de le mettre si gros alors, hein. S'il y a rien à dire. Et ça, c'est un mort ou un blessé par jour par la police depuis le 1er janvier. Donc effectivement, ça m'intéresse. Vous voyez, le 7 janvier, un mort. Le 9 janvier, 2 morts, un blessé. Le 9 janvier encore, un tabassé seulement. Oh, c'était un arabe, remarquez, on peut quand même rigoler. Le 10, un flic arrêté pour viol. Le 13, un mort, un flic qui a tiré, mais c'est Ricochet et Contumace, vous savez. C'est les deux grands responsables. Ceux qui sont morts étaient peut-être pas tous non plus des gentils garçons, là. Non, mais ils étaient tous blessés, par contre. Ils étaient peut-être armés aussi, non? Expliquez-moi ce que les policiers foutent dans le dos des Arabes avec un revolver à la main et à chaque fois ils tombent. Racontez-moi pourquoi, du moment qu'il y a une raison. Moi, je suis d'accord. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de raison. C'est ça le problème. Enfin, il y en a une, en fait, oui. C'est que les policiers se croient extrêmement couverts. Pendant que Coluche attaque la police en pleine lumière, celle-ci enquête sur lui dans l'ombre. Quelles sont ses motivations et ses soutiens? Les renseignements généraux épluchent le passé et les idées politiques de son entourage le plus proche. Et d'abord, sa femme, Véronique, née Cantor. Elle avait manifesté une certaine sympathie avec le gauchisme dès 1968. Elle aurait été proche d'un groupe dont la tendance est marxiste révolutionnaire.
Dans leur fiche, les policiers rapportent que la femme de Coluche était même abonnée à un journal trotskiste, organe de la Ligue communiste, au Journal Rouge. Ils prétendent que j'étais abonnée au Journal Rouge. Je crois ne l'avoir jamais reçu. J'ai peut-être un jour, je ne sais pas, donné dans une soirée, effectivement, d'un meeting de gauche, soit mon nom ou quelqu'un l'a donné pour moi. Enfin, bon. Et puis les deux principaux conseillers de Coluche dans cette aventure présidentielle sont des figures publiques de l'extrême gauche. Pendant mai 68, Romain Goupil menait la révolte lycéenne. Un an après, il s'occupe de la campagne présidentielle d'Alain Krivine à la LCR. L'autre conseiller de Coluche, c'est Maurice Najman, lui aussi aux avant-postes lors de la révolte de 1968. Ici, avec Daniel Cohn-Bendit. Maurice Najman, c'est un haut responsable de l'action marxiste révolutionnaire, de l'AMR, un ex-gauchiste qui est toujours marxiste. Bon, c'est quand même pas blanc-bleu, ça. Donc la droite a peur de vous? Disons qu'elle a raison de s'interroger. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Les amis de Coluche veulent-ils renverser le pouvoir? L'humoriste est désormais surveillé 24 heures sur 24 par un service bien particulier des renseignements généraux. Il s'agit des RG de la préfecture de police de Paris, où travaillent des policiers spécialisés dans la lutte contre les gauchistes. Des policiers qui appartiennent notamment au groupe de direction. Le patron du groupe de direction pouvait être reçu dans le quart d'heure qui suivait ou l'heure qui suit par le ministre de l'Intérieur. Est-ce que le groupe de direction était un État dans l'État, justement? C'était devenu un État dans l'État policier, quand même. Si ce n'est pas un État dans l'État policier. Le groupe de direction est dirigé par Philippe Massoni jusqu'en 1976. Cambriolage, menaces, les rumeurs les plus folles courent sur les méthodes de ces policiers très politiques. On dit que le groupe de direction, c'était aussi un endroit où il y avait beaucoup de coups tordus. Ah, écoutez, là, c'est vous qui le dites. Hein. Il y avait des coups tordus, ça dépend de ce qu'on entend par coup tordu. Un coup tordu, c'est un coup qui n'est pas droit. C'est ça que vous voulez dire. Hein. Bon, maintenant, la ligne droite, est-ce que c'est la meilleure technique policière? J'en suis pas convaincu. J'en resterai là. Pourquoi le groupe de direction et les cellules anti-gauchistes ont-elles autant de pouvoir? Pour le comprendre, il faut remonter à 1968. Mai 68, étudiants et ouvriers se retrouvent dans la rue. Au-delà des revendications matérielles, les manifestants veulent renverser le capitalisme, la société de consommation et le régime gaulliste. Marxistes, léninistes, trotskistes, maoïstes ou anarchistes mènent la révolte. Un mois de guérilla urbaine en plein Paris. Le pays est paralysé pendant 3 jours. Le général de Gaulle disparaît. Mai 68 a été un véritable traumatisme dans la société française et au sein de la classe politique en particulier. Parce qu'en mai 68, quand le général de Gaulle est parti à Baden-Baden voir Massu, on se demandait si l'État n'allait pas s'écrouler, si tout n'allait pas... la Sorbonne était bloquée. Enfin, il y a eu une période où tout aurait pu basculer. Il n'y a pas eu un autre pays dans le monde où le pouvoir politique s'est trouvé aussi vacillant et aussi menacé par ce qui se passait dans la rue. Et c'est à la mesure de la peur qu'avait eu le pouvoir en place qu'il y a eu l'engagement donc, de la surveillance de ce milieu gauchiste. En mai 68, le pouvoir gaulliste n'a rien vu venir. Alors dès le mois de juin, un homme à poigne est nommé au ministère de l'Intérieur. Il s'agit de Raymond Marcellin. Sa principale mission, lutter contre les gauchistes devenus l'ennemi intérieur. Il y avait un fichier qui a été dissous aussi, qui a été supprimé, qui s'appelait le fichier Mouvement Révolutionnaire, où on fichait tous les gens
d'extrême gauche, c'est-à-dire censés faire de l'agitation. C'est aussi à cette époque que le groupe de direction est créé. Mais lorsqu'à la fin des années 70, maoïstes, trotskistes ou anarchistes perdent leur influence, la peur des gauchistes reste ancrée dans les services. Les RG continuent à les considérer comme ennemis d'État. Le groupe de direction et les cellules anti-gauchistes fonctionnent à plein régime. En 1980, c'est cette police politique qui s'occupe de Coluche. Car lorsque le journal du dimanche le place à 16% d'intention de vote, Christian Bonnet, le ministre de l'Intérieur, prend peur. L'idée, c'est pas Coluche est devenu un dangereux révolutionnaire, le jour il est comique, la nuit il fabrique des bombes dans sa cave. C'est pas du tout ça. L'idée, c'est il y a autour de lui des gens qui le manipulent, qui utilisent son grand cœur, qui utilisent, etc., pour le manipuler, en faire un porte-drapeau. Les RG vont alors alimenter plusieurs enquêtes journalistiques à charge contre Coluche. Dans l'Express, 6 pages sur la vraie nature de Coluche. Il commence à trouver que la farce a assez duré, quoi. Or, l'article du journal est en grande partie inspiré du dossier RG de Coluche. La version RG explique. Le 2 janvier 1979, il avait franchi un feu rouge, puis insulté les gardiens de la paix. Sous la plume du journaliste de l'Express, la prose policière fleurit un peu. Il avait, le 2 janvier 1979, grillé un feu rouge et traité d'enculés les 2 gardiens qui le verbalisaient. L'Express sort cet article pour discréditer Michel. Quelques jours plus tard, le journal d'extrême droite Minute publie carrément une photo anthropométrique et titre « La bavure de Coluche ». En guise d'article, un extrait de son casier judiciaire. En 1963, le jeune Michel Colucci a volé des couteaux, coupe-papier, porte-clés, cuillères, blaireaux, pour une valeur de 1220 francs environ. Les informations sont là encore tout droit sorties du rapport RG. Elles datent bien de 1963. Michel Colucci avait dérobé 14 couteaux de poche, 6 coupes-papier, 24 porte-clés, 18 cuillères souvenirs, 3 blaireaux. Le tout pour une valeur approximative de 1220 francs. Ils le sortent parce qu'il y a la photo anthropométrique, parce qu'il y a une addition d'objets volés c'est un inventaire à l'après-vert. Il avait 16 ans et volé 3 rasoirs ou 2 rasoirs. Enfin, c'est ridicule, c'est même pas un tombereau de rasoir. C'est rien. Qui pourra se présenter? Une première estimation de Pierre Alain. Qui peut espérer obtenir les... Cela ne suffit pas pour arrêter Coluche. Aux journalistes, il fait croire qu'il a dépassé les 500 signatures d'élus, condition sine qua non pour chacun des candidats. Coluche, 650. Cette fois, les renseignements généraux vont tenter de le déstabiliser d'une façon plus directe. Sous une mansarde de la préfecture de police de Paris, une dizaine de policiers anti-gauchistes reçoivent des instructions. Aujourd'hui, un ancien inspecteur DRG raconte l'opération Coluche sous couvert d'anonymat. Au RG, il y a toujours eu le légal et l'illégal. Concernant Coluche, le groupe a reçu à ce moment-là des consignes plus directes d'intervenir. Et ainsi, afin de lui faire réellement peur, de le menacer physiquement ou sur ses véhicules, notamment c'était motos, ou chez lui. Chez lui, à Paris, dans le 14e arrondissement, Coluche reçoit beaucoup de courriers, et entre autres, cette lettre. Dans la campagne, je m'occupais du courrier. Ah ben, l'ambiance n'était pas du tout amusante, là, du tout. Et puis, Véronique commençait à trouver ça moins drôle aussi. Enfin, tout le monde, d'ailleurs.
On faisait attention aux enfants, c'était lourd, c'est devenu lourd. Et il y a eu 4 courriers de menaces comme celui-ci. Les menaces se sont faites plus précises, menaçantes dans le sens qu'elles étaient répétitives. La fréquence augmentait dans le but de le faire lâcher prise sur son idée totalement farfelue d'être candidat. Un jour du mois de décembre 1980, Gérard Collé, l'un des proches conseillers de François Mitterrand, vient sonder Coluche sur ses intentions. Le rendez-vous a lieu chez Coluche. Il est 10h du matin. Il y a le courrier du jour, il passe en revue les enveloppes jusqu'à ce qu'il tombe sur une, qu'il ouvre. Et là, changement de physionomie, il devient franchement triste. Et puis, il balance la lettre qui était dans l'enveloppe sur la table, et on lit en caractère bâton classique des journaux découpés, dernier avertissement, un cercueil et honneur de la police. Ça, vous l'avez lu, vous? Ouais, je l'ai vu, oui. Ça, je l'ai eu sous le nez. Ce que son visage a trahi, c'était encore, ça insiste, y en a marre, quoi. Les lettres sont signées « Honneur de la police », le groupe armé qui a revendiqué quelques mois auparavant l'assassinat du gauchiste Pierre Goldman. Pour Coluche, c'est sans doute du bluff. Mais c'est une vraie menace de mort. Les RG semblent donc prêts à tout pour décourager un opposant. Ces méthodes d'intimidation vont d'ailleurs perdurer bien après Coluche. En 1987, un nouveau dérapage attribué à la cellule anti-gauchiste va faire la une de l'actualité. Il s'agit du cambriolage de SOS Racisme. Le pouvoir n'avait pas hésité à utiliser des services de renseignement pour commettre des délits, en l'occurrence un cambriolage. Un jour, quand on est arrivé à SOS Racisme, au siège de l'association, il y avait un petit peu plus de désordre que d'habitude, c'est pas que c'était bien rangé d'habitude, mais ce qui était frappant, c'est qu'il y avait eu visiblement une infraction, mais il n'y a pas eu de vol de matériel, machine à écrire, des choses qui pouvaient avoir un petit peu de valeur pour des cambrioleurs. En revanche, les tiroirs avaient été retournés et il manquait quelques documents. Rien ne nous a été épargné. Toutes les embûches... Harlem Désir, le président de SOS Racisme, est charismatique. Il fédère lycéens et étudiants lors de concerts et de manifestations. Il tape sur la politique du gouvernement de droite. François Mitterrand est à l'Élysée, Jacques Chirac à Matignon. Le spectre de mai 68 réapparaît dans les services. Maurice, le policier qui raconte l'opération Coluche, faisait aussi partie du commando à SOS Racisme. Harlem Désir, c'était le créateur, un des créateurs de Touche pas à mon pote. C'était lié aussi avec Coluche, c'était la même époque. C'est lui qui avait lancé le mouvement Touche pas à mon pote, là, avec le dessin de la main jaune. Donc le groupe s'était mis sur lui? Également. Et la consigne, c'était quoi? La consigne, c'est pareil, c'était montrer qu'on les suivait, donc il fallait pas trop qu'ils déconnent. Lors du cambriolage de SOS Racisme, les policiers des renseignements généraux sont 4 à retourner placards et tiroirs. On cherchait, là, c'était avant tout, ces contacts, disons, financiers. Vous vous souvenez qui? D'ailleurs, non, on ne me rappelle plus, mais des gens qui lui avaient donné, ou alors des chèques qu'il avait reçus. Donc ça a été de trouver les disons, au niveau banque, voilà, hein, tout papier, tout carnet, toute carte de crédit qu'on pouvait identifier, c'était pas avec les cotisations des adhérents qu'ils pouvaient vivre. 1992, la gauche est à nouveau au pouvoir. Le ministre de l'Intérieur, Pierre Joxe, confie à Harlem Désir que les documents volés ont été retrouvés dans les bureaux des renseignements généraux. On le sait, les méthodes de basse police n'ont pas réussi à faire taire Harlem Désir. De la même façon, les menaces de mort n'ont pas poussé Coluche à renoncer à sa candidature. Coluche, ça le stimulait, parce qu'il avait envie d'aller encore plus au bout des choses, de ce qu'il avait entrepris. Parce qu'il sentait qu'il dérangeait?
Ben, il sentait, oui, qu'il dérangeait, puis il sentait qu'il avait quand même, il avait des voix, il avait quelque chose en main. C'était pas juste une boutade comme au début où il l'avait lancé, plus ou moins. Donc, il avait envie d'aller jusqu'au bout, oui. Quelques jours auparavant, un événement tragique avait aussi semé l'inquiétude dans la petite bande de Coluche. Le cadavre d'un homme de 40 ans, découvert avec 2 balles dans la nuque dans une clairière de Gournay-sur-Marne, n'aurait fourni sans doute qu'un fait divers en 3 lignes si, après vérification de son identité, on ne s'était aperçu que René Gorlin, c'est le nom de la victime, était un proche de Coluche. Il s'agit en fait du régisseur de Coluche. Plus tard, on découvrira que cet assassinat est un crime passionnel. Mais lorsqu'il sort du commissariat où il a été convoqué, Coluche n'est pas encore au courant. Ça n'a rien à voir avec votre récente déclaration, votre récente candidature aux élections. Ben, j'espère que non. Hein. J'espère que non, parce que si des gens qui sont des professionnels de la politique agissent comme ça vis-à-vis des candidats, ça va leur retomber sur le nez, parce que j'ai pas l'intention de me taire si je le sais. Hein. Je crois que là, ça a été le pompon, parce qu'on était quand même persuadés que c'était lié à la campagne. On ne savait pas du tout que après, on a appris évidemment que c'était sa femme qui l'avait tué, mais sur le moment, on ne savait rien. Et là, c'était devenu vraiment inquiétant. L'univers de Coluche est en pleine tourmente. Et les réactions des uns et des autres sont très diverses. On avait 2 enfants, petits, 4 et 8. S'il y avait eu la moindre menace, bien évidemment, au minimum, peut-être tout le monde, mais au minimum, les enfants et moi, on aurait quitté la maison. Ils partaient tous les 2 le matin à l'école du quartier, école publique, et on n'a jamais bougé. Je veux dire qu'on n'était pas inquiet une seconde. Les renseignements généraux n'ont donc définitivement pas réussi à faire taire Coluche. Au théâtre du Gymnase, chaque soir, il continue de s'amuser. Désormais, moi, je suis plus jeune, s'ils me font chier, je me présente toute ma vie aussi. Moi. Malgré tout, peu à peu, la candidature change de visage. Le clown s'est pris au jeu et veut désormais fédérer tous les râleurs. Motard en colère, anti-fisc, contre les usagers de la télé, contre l'utilisation des emballages en carton, enfin tous les mecs qui gueulent, qui sont dans des associations et tout. Il va faire un rassemblement de ceux-là. Coluche se rapproche du premier des râleurs. À l'époque, Gérard Nicou et son syndicat, le Sidunati, remplissent des stades. Ils représentent une France réactionnaire, loin, très loin des idées de Coluche. Pourtant, l'humoriste décide de le voir. Le rendez-vous a lieu un soir, chez Coluche, juste après le spectacle. On se retrouve chez lui et les gens rentrent, ils sortent, puis il y a une ambiance qui se crée. Et puis après, on est rentré dans la conversation, et là, il est arrivé beaucoup de monde. Et ce monde m'a ignoré totalement, parce que je crois qu'il ne les a pas prévenus. Alors, il était surpris, j'étais chez Coluche, je n'avais pas trop crié, c'était lui qui m'avait invité. Mais on sentait très bien que c'était froid, hein, qu'il se demandait ce que je faisais là. Gérard Nicou représente les petits commerçants et une révolte contre le fisc et l'emblème de ce qu'est le populisme. Donc, ni droite ni gauche, tous les politiciens pourris. On ne dit absolument pas ça. On ne dit pas ça. Ce que je faisais là, c'est simple. On était en train de discuter avec Coluche des moyens potentiels qu'on pourrait mettre en place, c'est-à-dire du soutien que je pourrais lui apporter, par l'intermédiaire des militants et des militants à travers la France. Et là, il y a un sketch qui est « Tous pourris ». Alors, les hommes politiques, on se dit ça doit être un métier difficile, penses-tu? C'est très simple. Les études, c'est 5 ans de droit, tout le reste de travers. Alors pour ça, pour une revanche, il ne faudra pas compter sur les 4 hommes politiques qui sont unis comme les 3 mousquetaires, les 5 doigts de l'homme. Un pour tous, tous pourris. Un pour tous pourris. Et c'est à partir de ce moment-là où il va y avoir une fracture, une engueulade politique et le fait que je m'éloigne définitivement de la campagne. L'alliance Coluche-Gérard Nicou ne se fera jamais. Le clown va désormais être de plus en plus seul. Car à ce moment-là, un piège très efficace va se refermer sur Coluche. Les renseignements généraux l'écrivent noir sur blanc. Coluche est interdit d'antenne à TF1 jusqu'à l'élection présidentielle.
et l'interdiction s'étend à toutes les chaînes, l'amuseur public se voit refuser l'accès à une émission humoristique sur Antenne 2. Et donc je dis, puisque tu es interdit à la télé, on va te faire une séquence Coluche président dans Colaro Show. Et donc on a fait une très très belle séquence, tous les ministres qui étaient habillés en Coluche, des textes à la Coluche. Stéphane Colaro et son émission satirique battent des records d'audimat. Le producteur pense donc pouvoir ignorer les consignes. Le gouvernement est dissous. Et dissous, c'est pas cher. Ils avaient été alertés qu'on était en train de tourner un truc avec Coluche, etc. Donc ils ont envoyé un représentant de la direction pour visionner la séquence. Salut les gonzesses, salut les vioques et coucou les mômes. Sans blague, merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh ben, c'est l'ancien président qui s'entraîne pour les prochaines élections. Il a le droit de faire ça? Je croyais interdit à la télé. Alors, on a eu un coup de téléphone, faut retirer cette séquence de l'émission. Voilà. Si vous retirez pas, on diffuse pas. Mais si vous diffusez pas, nous on s'en va, partez. Il ne fallait pas qu'on montre Coluche à la télé. La seule télévision à diffuser une interview de Coluche est une chaîne anglaise. Alors il en profite. Coluche, tell me, when you announced your candidature, you had problems? Oh, maximum. How? What sort? Problème, alors on a censure, comment on dit? Censure. Censure. You were censored? Oui. By whom? Comme ça, c'est en anglais, je vous dis, en anglais. Bon. Et... Who tried to censor you? Oh, télévision, comment on dit presse? Press. Presse. 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 Ça veut dire ça en anglais, presse? Yes. Ça veut dire une presse aussi en français, on dit ça. À un moment, il s'est trouvé devant un mur, devant comme une pièce dont les murs se rétrécissaient, puisqu'on lui interdisait les médias, et qui était le domaine où il était le plus à l'aise. Il était impressionnant, médiatiquement. Il y a eu un rejet des médias parce que tout d'un coup, c'est allé trop loin. Et les journalistes eux-mêmes, dont c'est le gagne-pain, une élection, disent, mais après tout, si on commence à livrer ça aux comiques et ne pas laisser ça aux journalistes, aux politologues, aux communicants et aux intellectuels de gauche et de droite réunis, qu'est-ce qui va se passer? Il était comme une mouche enfermée dans un bocal, c'est-à-dire qu'il ne voyait pas l'issue à cette fermeture, comme ça qu'il encerclait de plus en plus. Isolé, sans réelle possibilité de s'exprimer, Coluche est pris au piège. À 2 mois du premier tour, il tente malgré tout un dernier coup de bluff. À partir de ce repas, j'entame une grève de la faim, mais je pourrais vivre sur les réserves, qui se terminera lorsque j'aurai pris des dates pour faire 2 émissions, une à la radio, une à la télé, qui concernent la politique, à savoir le Club de la presse d'Europe 1 qu'on m'a gentiment refusé il y a quelque temps, que je voudrais donc forcer à faire, et le Carte sur table d'Antenne 2 avec M. El Kabbach, qui n'est pas du tout chef de la censure, comme on pourrait le croire. À partir de là, c'est plus une candidature de clown, clairement. On a été incapable de trouver, le truc déconnant pour finir aussi bien qu'on avait commencé. Et là, c'est la politique, c'est comme ça. À un moment, on a perdu. Et du coup, Michel y a perdu. Beaucoup. Un postulant candidat a quant à lui annoncé lui-même cet après-midi qu'il n'avait pas les signatures nécessaires. Il s'agissait de Coluche à Strasbourg, qui à sa manière a quitté la scène politique. J'ai vu d'assez près certains représentants des partis politiques puissants pour savoir que de toute manière on peut pas s'entendre avec ces gens-là parce qu'ils n'ont pas du tout le même but que les Français, si je peux dire. Ils veulent gagner les élections et moi je voudrais que ce soit les Français qui gagnent les élections. Dans l'état actuel de ma candidature et de la censure, je préfère que ma candidature s'arrête parce qu'elle commence à me gonfler. Ce que je voudrais dire à ce sujet, c'est que tant que ça m'a fait rire, c'était très bien. À partir du moment où ça m'a pu faire rire, évidemment, ça se gratte un peu, quoi. Puisque si moi, ça me fait pas rire, comment je vais faire pour faire rire les autres? Coluche se retire discrètement, sans donner de consigne de vote. 5, 4, 3, 2, 1... François Mitterrand. Mais le soir du 10 mai 1981,
il est au siège du Parti socialiste. Vous êtes à la télévision? Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Ce jour-là, la censure le concernant est définitivement levée. Si Mitterrand gagne, bien sûr que Coluche y a participé énormément. Énormément. Bah, bien sûr, en appelant à voter, en disant, en mettant l'accent que contre la droite, que sur les diamants, que contre Giscard, bien entendu, en appelant à s'inscrire sur les listes orales. Bien sûr qu'on fait changer l'élection. Bien sûr qu'on fait changer l'élection. Le dossier des renseignements généraux numéro 817-706 continuera à être alimenté jusqu'au 19 juin 1986, date de la mort accidentelle de Coluche. Ce jour-là, un policier le referme définitivement et ajoute la mention « décédé ».